Hey, bonjour! Alors, bienvenue dans une toute nouvelle semaine livresque en mode studio mobile. Nous sommes le vendredi 13 février. Vendredi 13, je n'avais pas réalisé. Et ben voilà, je suis dans ma pause repas du vendredi. Et je viens tout juste de clore le précédent vlog et je commence celui-ci avec vous, avec déjà une lecture en cours. Et je me suis un peu laissée guider par le fait que finalement, c'est le livre qui est devenu disponible pour moi en bibliothèque et parce que je n'ai entendu parler de nouveau par Margot Liseuse dans, je crois que c'est son dernier bilan de la fin 2025, où je me souviens plus trop en tout cas. Elle parlait de la version française de ce livre-là. Et moi, je l'avais vu, j'avais même entamé, mais je n'étais pas sûre. Puis finalement, Margot Liseuse a vraiment adoré. Elle a aimé l'espèce de plume witty, donc l'espèce de plume un petit peu joyeusement ironique de l'autrice. Et ben là, je me suis dit, OK, ben si c'est là-dedans qu'on s'en va, ça me tente. Alors, sans plus tarder, c'est donc le premier tome des enquêtes de Béatrice Steele. Donc, c'est A Most Agreeable Murder de Julia Seals. C'est publié chez Random House en anglais. Moi, j'écoute en version audio. D'ailleurs, la narratrice est vraiment excellente. En français, c'est paru également. Je me souviens plus chez quel éditeur. Il me semble que c'est un meurtre bien conventionnel. Je ne me souviens plus, je vais vous mettre la vignette de toute façon. Et c'est un roman qui se passe dans le temps de Jane Austen. Et c'est un incroyable hommage à Jane Austen, mais je trouve ça super intéressant parce que au début, je me disais, on va suivre un peu des titres spécifiques de Jane Austen, puis on va un petit peu les paraphraser, entre guillemets, mais là, absolument pas. C'est vraiment, on sent que l'autrice aime vraiment Jane Austen, puis elle reprend en mode hommage des éléments, des caractères de personnages, des archétypes de personnages bien connus. Et on va suivre en fait l'héroïne, entre guillemets, qui est Béatrice Steele, qui fait partie de la famille Steele, bien entendu, et une famille qui comporte 3 filles, ainsi qu'un papa un peu plus âgé et une maman qui ne rêve que de marier ses filles, bien entendu, parce qu'on est dans une situation à la Pride and Prejudice ou à la Sense and Sensibility, c'est-à-dire que la maison de la famille Steele ne va pas revenir, évidemment, à la famille Steele à la mort du père, puisque ce sont seulement des filles, et à l'époque, on ne peut pas léguer une maison à une fille. Alors, on a un peu le principe de le parent éloigné, un peu l'équivalent de Mr. Collins dans Pride and Prejudice, qui est ici, je me sais plus c'est quoi son nom, quelque chose Gruck, quelque chose de même, c'est pas un très beau nom d'ailleurs, qui est la personne qui va hériter potentiellement. Donc, on a cette espèce de dynamique-là. Mais quand je vous dis ça, ça a l'air d'être un peu copié-collé, mais absolument pas le genre. Il y a des éléments de ça. L'héroïne, c'est un peu un mélange, je dirais, de, même si là, on a une espèce de schéma qui ressemble un peu plus à Pride and Prejudice, mais c'est un petit peu un mélange, à mon avis, comme esprit, disons, de personnages, je dirais, Elizabeth Bennet et Emma, dans Emma. Je ne sais plus c'est quoi son nom de famille. Emma. Bref, voilà. Donc, il y a à la fois l'espèce de côté un peu déterminé, curieux et tout ça, mais aussi le côté un peu qui est quand même attaché à son père. Il y a des traits qui font penser à Emma parce que, bon, il y a des gens qui habitent dans le village voyons, je vais dire, Béatrice Steele, entre guillemets, tolère, alors que les autres le font pas. Donc, on est vraiment plus proche d'Emma. Bref, je vais pas tout vous faire les parallèles, mais il y en a vraiment beaucoup. Sauf que c'est super bien amené. C'est juste comme agréable à recevoir. On est juste content, dans le fond, de recevoir ça. Donc, on va suivre Béatrice Steele qui va être invitée à un bal chez des voisins bien fortunés avec ses sœurs et qui va tout juste avant le bal apprendre plusieurs choses, dont le fait que le fameux parent éloigné veut contester l'aptitude de son père à gérer le domaine, donc pour obtenir la maison plus rapidement. Donc, il y a ça, ce qui met de la pression sur les filles pour bien se marier. Et le fait que lors de ce bal-là va se passer une mort suspecte. Et Béatrice Steele est vraiment comme déterminée, est vraiment vive, curieuse, elle s'est éduquée, entre guillemets, un peu par elle-même. Et elle a une super grande curiosité et un intérêt certain pour tout ce qui est relié au meurtre. Donc, évidemment qu'à cette époque-là, c'est absolument pas permis. En fait, c'est considéré comme une tare. Et ben voilà, il faut qu'elle fasse ça en cachette.
Et donc, le fait qu'elle soit très familière avec ça on va bien l'imaginer, devenir absolument indispensable au fait que, suivant le meurtre, quand ça va se passer dans un manoir où il y a le bal, ben, il va falloir qu'il y ait une enquête qui se fasse, puis ben, Béatrice Steele va être mise à profit. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vraiment une plume qui ne se prend pas au sérieux, mais qui fait les choses sérieusement. Donc, ça me fait un peu penser, là, on n'est pas dans le même genre du tout, mais ça me fait un peu penser à la plume de Brandon Sanderson dans Tess de la mer émeraude, parce que vraiment, on est dans... Il va avoir, on va un peu rire de l'époque. C'est un peu comme si on poussait un peu l'espèce d'ironie puis le double sens que Jane Austen pouvait avoir à l'époque quand elle écrit ses romans. Parce qu'évidemment, elle-même passait des commentaires, entre guillemets, sur la société de l'époque. Mais là, on les pousse vraiment plus au maximum. Puis on a vraiment des répliques qui sont absolument savoureuses, qui sont pas anachroniques, mais presque. Mais en même temps, ça se passe vraiment dans le temps de Jane Austen. Ça fonctionne. C'est les normes de la société sont en phase avec qu'est-ce que ça peut vouloir, comment ça doit en fait se dérouler. On a même un peu inventé un comté en Angleterre qui s'appelle le Swampshire. Donc, un comté qui est reconnu pour ses eaux croupissantes et sa boue. Voilà. Et donc, ça, on rit un petit peu de tout ça, mais c'est comme fait, on dirait, avec bienveillance et amour. Donc, c'est vraiment savoureux. En tout cas, la plume est excellente. Excellente dans le sens où on se bidonne, c'est plaisant. C'est pas parce qu'on rit que c'est mal fait. On y croit. Oui, on est dans les archétypes, mais en même temps, on s'accroche quand même au personnage. Puis oui, ça fonctionne, tous les clins d'œil à Jane Austen. Il y en a de plus en plus. C'est vraiment délectable. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va devenir mémorable pour la suite. Est-ce que ça va vraiment aller vers le coup de cœur? Je ne sais pas, mais cette proposition-là est absolument, jusqu'à maintenant, Donc, je suis très contente. C'est vraiment parce que Margot Liseuse en a parlé, parce que j'avais l'impression, moi, que c'était juste... S'il n'y avait pas le côté que c'était un livre qui, oui, se prend pas au sérieux, mais fait les choses sérieusement, donc la partie fait les choses sérieusement, j'aurais pas nécessairement embarqué. Parce que je me disais, est-ce que c'est quelque chose qui se prend trop au sérieux aussi, puis que c'est vraiment juste moche, puis c'est comme une autre petite romance, cozy mystery qui se passe à la Régence, mais comme il y a une espèce de petite couche aussi de, justement, d'ironie qui se rajoute, ben c'est comme si l'auteur, on sait, l'autrice le sait qu'elle est en train de, justement, jouer avec ces clichés-là, puis on accepte la convention, puis c'est vraiment excellent. Donc, voilà. Alors, je vais poursuivre ma lecture audio, mais je vais vous faire une introduction qui est peut-être pas si courte que ça, finalement. Alors, voilà, sans plus tarder, il ne nous reste plus qu'à nous dire, allez, on se lance le tout. Bonjour! Alors, on est le dimanche, je sais pas quoi février, le dimanche 15 février. Et on s'est pas repris depuis le vendredi 13, parce que, ben, la vie, hein, n'est-ce pas? Donc, mais entre-temps, j'ai eu le temps de commencer la lecture dont je vous avais parlé et la terminer. Donc, on va s'en parler tout de suite. Et c'est le premier opus de ce que je crois être une série. Donc, c'est A Most Agreeable Murder. C'est de Julia Seals. Et voilà. Donc, j'ai terminé. J'ai vraiment, vraiment passé un bon moment. Mais vraiment un bon moment. J'ai apprécié le tout. C'est vraiment une satire de la société dans laquelle évoluait potentiellement Jane Austen. Comme je vous dis, on crée un univers qui potentiellement n'est pas un vrai comté britannique, mais qui aurait pu en être un. Comme je vous disais, ils ont créé le Swampshire en fait. Mais toutes les règles sont là, puis sont présentées comme étant des règles qui sont liées à une espèce de manière de penser, comme si c'était une espèce, pas de secte, mais presque, alors qu'en fait, ce sont les règles régulières de la société à l'époque, quand même. Donc, vraiment intéressant. Comme je vous dis, c'est un pari qui est
qu'il faut accepter quand même. C'est une convention qu'il faut accepter dans le sens où, a priori, c'est une satire. Donc, qui dit satire dit les contours dessinés à gros traits. On va jouer quand même sur des archétypes potentiellement de personnages. On va exploiter des situations potentiellement typiques, soit de la littérature de l'époque ou de la société de l'époque, tout en ayant en arrière-fond aussi certaines caractéristiques propres en fait à tout ce qui est le whodunit. Donc le fait entre autres que ça se passe dans un lieu fermé parce qu'il y a une tempête à l'extérieur. C'est un manoir, il faut trouver qu'est-ce qui va se passer avant que les autorités y arrivent. Ce sont l'enquête est menée par la fameuse Béatrice Seal, non pas Seal, je me mélange parce que l'autrice, son nom est proche évidemment, Béatrice Steele, en collaboration avec le fameux Vivek Drake, une espèce d'étranger qui arrive a priori, qui est là, puis qui se joint un peu à au bal qui est lancé dès le départ et auquel la Béatrice doit absolument assister. C'est un homme qui n'a pas nécessairement une bonne réputation parce que c'est un ancien assistant d'un grand criminologue autoproclamé de l'époque qui écrit dans les journaux. Et dans le fond, Béatrice, a priori, dès qu'elle le reconnaît, elle se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait là? » Et bien, écoutez, même la dynamique, comme je vous disais, on fait aussi un miroir un peu de... en fait, on fait des innombrables clins d'œil à plusieurs personnages importants ou situations marquantes des romans de Jane Austen. Donc, a priori, on part quand même sur un peu Pride and Prejudice dans le sens où on joue beaucoup sur les préjugés. Donc, Béatrice a des préjugés par rapport à Vivek Drake. Vivek Drake en a sur elle. La société a des préjugés concernant des femmes qui savent qu'est-ce qu'elles veulent, des femmes qui veulent sortir des ornières, concernant les femmes qui ne respectent pas l'ordre des choses, entre guillemets, c'est-à-dire ne rêver que de se marier et de procréer. Donc, on est vraiment quand même là-dedans, comme je vous avais dit. Mais tout ça mis ensemble, c'est une satire, c'est extrêmement bien fait. Bon, on rit quand même à gorge déployée. Il y a des moments où ce sont des dialogues qu'on peut ne pas qu'on peut pas faire autrement que de lever les yeux au ciel, mais c'est comme voulu. C'est pour nous faire nous rendre compte à quel point c'est comme convenu à cette époque. C'est une époque de convenance, même les dialogues à la limite, c'est des dialogues convenus. Mais les personnages ne perdent pas en saveur. Oui, c'est des personnages qui sont dessinés à grands traits, mais finalement, tous les personnages ont quelque chose qui s'agite sous la surface, ce qui nous fait quand même réaliser que même si c'est une époque qu'on a l'impression de connaître à travers la littérature, qu'on trouve que c'est une époque qui est très lisse et très conventionnée, bien entendu que ce sont des humains a priori, donc ils ne sont pas en deux dimensions, même si dans ce cas-ci, ce sont des personnages. Ils cachent des secrets, ils cachent des bagages. Évidemment qu'on va jouer beaucoup sur ça. Puis c'est un roman dont l'intrigue, comme c'est vraiment en parallèle avec une enquête, parce qu'il va y avoir une mort impromptue, tout ça sur fond de scandale de gentilshommes et de difficultés de famille, de financières, parce que, comme je vous disais, la maison des styles, ben, l'enfant, il va revenir à un lointain cousin parce qu'il n'y a pas d'héritier mâle, blablabla. Donc, on a comme ces deux affaires en parallèle, mais ça reste que ce qui est au cœur de l'intrigue, c'est vraiment l'enquête. Et cette enquête-là va rebondir un nombre incalculable de fois. Donc, va amener le lecteur à se dire, je pense que je sais qu'est-ce que c'est, finalement, ça va rebondir. C'est sans arrêt jusqu'à la toute fin. Les boucles vont toutes se boucler. Puis, il y en a quelques-unes qu'on voit un peu venir, mais en même temps, à chaque fois qu'on a l'impression qu'on a vu venir, moi, je regardais, puis j'étais comme, il reste 2 heures. Donc, de lecture audio, ça peut pas se terminer comme ça. Donc, à chaque fois qu'on a l'impression qu'on est au bout de quelque chose, l'auteur nous redirige habilement vers un autre indice qui nous fait dire « Ah non, mais c'est vrai ». Donc, évidemment qu'on va suivre Béatrice. Puis c'est Béatrice qui est un peu comme à la hauteur du lecteur. Donc, ce sont ses réflexions à elle, puis ses déductions à elle qu'on va suivre. Et on va... Ah, j'ai vraiment aimé ça, cette histoire. J'ai vraiment, vraiment aimé ça.
Puis bon, je sais pas comment dire. Est-ce que c'est une lecture croustille, une lecture chips, une lecture de plaisance? Oui. En même temps, c'est vraiment bien fait. Fait que c'est pas juste une lecture de plaisance, je pense, qui va être oubliable pour moi. Parce que je me suis quand même vraiment attachée au personnage. Parce qu'à la fin, il y a une ouverture pour une suite. Parce que ce duo-là est bien entendu un duo typique de un peu euh, deux personnes qui savent exactement qu'est-ce qu'elles veulent, puis qui ont l'impression qu'ils ont besoin de personne, puis qui vont se ramasser à devoir travailler un aux côtés de l'autre, puis qui, dans le fond, sont hyper complémentaires parce qu'ils n'ont pas les mêmes forces, justement, puis que c'est pour ça qu'ils sont excellents. Donc, j'adore ce genre de duo-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça reste quand même que c'est un, un inspecteur, donc Vivek Drake, qui est d'origine britanno-indienne. Bon, c'est pas que c'était si surprenant à l'époque avec les colonies, bien entendu, l'Empire britannique, mais ça reste quand même que sa maman est indienne et son père est britannique. Il y a un mystère autour de son père que j'ai jamais vraiment connu. Et, ben, dans le fond, fait que lui, qui est quand même pas un inspecteur typique, il s'est ramassé orphelin tôt. C'est un enfant qui a grandi sans père officiel. Donc, déjà en partant, c'est quelqu'un qui fait partie de la classe, entre guillemets, ouvrière parce qu'il travaille. Donc, là, il évolue parmi la bourgeoisie, mais c'est pas quelqu'un qui fait partie de ces cercles-là. Donc, cette personne-là, plus une femme, à l'époque, une femme issue de la bourgeoisie, qui n'était pas vieille, mais qui n'était pas non plus jeune, qui a plus que 21 ans et qui était non mariée, donc Béatrice, qui s'intéresse à la criminologie et qui, finalement, est assez douée pour mener des enquêtes. Ces deux-là ensemble, c'est excellent. Donc, ça fait quand même beaucoup de clins d'œil, évidemment, à un peu émancipation de la femme, sans nécessairement créer des anachronismes en même temps. Bon, oui, quand même. C'est sûr que plus ça va, plus le dernier tiers, on va découvrir sur les gens, ce que les décisions qui vont être prises par les personnages, c'est des décisions qu'on se dit qui ont peut-être existé à l'époque, mais ça ne devait pas être autant à la vue de tous. Donc, c'est quand même un peu feel-good jovialiste. Mais malgré tout, je trouve que ça fait le travail. Ça nous fait nous poser des questions. Ça nous fait aussi nous dire en quelque part, ben, si l'histoire à l'époque, c'est pas écrite comme ça serait le fun quand même qu'on soit capable d'en parler autrement. Ce livre-là réécrit un peu l'histoire, mais plus pour nous faire réfléchir à quel point, à cette époque-là, l'histoire pour les femmes avait besoin d'être réécrite parce que c'était pas Jojo, mais qu'en même temps, il va toujours avoir eu des femmes qui vont avoir fait à leur tête puis vont avoir clairement juste vont clairement juste s'être lancés puis avoir un peu ben, vécu en fait les conséquences de tout ça. Ce qui était le cas en fait de Jane Austen. Et ben en fait, elle fait quand même référence aussi, comme il y a des clins d'œil, puis que c'est une enquête un peu entre guillemets au côté un peu houdonite d'Agatha Christie, qui bien qu'elle était une femme mariée, était quand même pas une femme typique non plus. Donc j'ai trouvé ça hyper bien fait. Ça aurait pu dérivé, j'aurais pu lever les yeux au ciel vraiment en me disant, mon Dieu, non seulement c'est quelque chose qui assume les caricatures, mais en plus c'est maladroit. Là, c'est pas maladroit du tout. C'est juste hilarant. Mais en même temps, je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer avec l'enquête. J'ai vu qu'il y avait un deuxième tome qui était traduit en français, donc il y a un autre tome en anglais, ça c'est sûr. Peut-être même un troisième. Puis je crois que je vais quand même continuer, pour le moment en tout cas, cette série-là, voir comment ça va. J'aime vraiment, vraiment beaucoup le ton. J'avais peur parce que quand ça se passe dans ces époques-là, on dirait que je prends trop l'époque au sérieux, donc j'ai plus de difficultés à accepter qu'on puisse faire de la satire, même si en fait j'adore Jane Austen et Jane Austen faisait de la satire, c'est juste que c'était quand même fait dans les mots de l'époque, donc c'était fait plus entre les lignes, disons, que ce genre de proposition-là. Cela dit, ça respecte quand même les codes, donc ça va, ça passe. J'ai vraiment aimé ça, si jamais ça vous dit. Par contre, aucune idée comment ça passe en traduction française. Si vous l'avez lu en français, faites-moi signe, dites-moi si ça a de l'allure ou pas. Si jamais vous l'avez lu en français et ça n'a pas tant accroché, peut-être que vous pouvez vous essayer sur la version originale parce que ça reste quand même que il y a vraiment beaucoup de... Ben, il y a beaucoup de référents en fait à la culture britannique, il y a beaucoup de clins d'œil, il y a beaucoup de clins d'œil à même des expressions idiomatiques sans doute, donc je n'ai aucune idée comment dans la traduction ça a pu être reçu par les lecteurs francophones. Mais
vraiment belle découverte. Alors voilà, premier livre du vlog déchaussé et bien apprécié. Et bien écoutez, au départ, je me disais aujourd'hui que j'allais faire d'autres choses comme d'habitude, parce que vous savez comment c'est les dimanches, mais mon copain est super malade. Et en espérant que je n'attrape pas ça, mais il est super malade. Puis ben, en fait, ce matin, je me disais, je vais relaxer, je vais prendre soin de lui, puis je vais faire des choses tranquilles à la maison. Mais j'ai reçu un message de la bibliothèque qui m'indiquait, d'une bibliothèque qui m'indiquait que j'avais reçu une réservation d'un livre qui, de façon très drôle, se déroule également à l'époque de la Régence. En fait, à l'époque de Jane Austen, qui implique même une correspondance avec Jane Austen direct et que j'ai eu envie de lire dès la sortie, mais qu'en plus, j'ai encore eu plus envie de lire depuis que Fluent Books et Petite Lectrice en ont parlé et qui ont vraiment beaucoup aimé. Je sais pas si je vais peut-être faire, je sais pas si je vais faire un vlog époque de Jane Austen, mais bon, c'est celui-ci, donc je vous montre ce que j'ai. J'en ai profité pour en même temps pointer d'autres trucs, donc c'est ce livre-ci que j'avais réservé. C'est donc Chère Jane Austen. Ça s'appelle Commérage et confusion, tome 1, donc une série, et c'est un roman qui est écrit par Béatrice Égémard, publié chez City. Béatrice Égémard, elle est plus connue pour le jeunesse. Son nom me disait quelque chose, mais en adulte, je ne l'avais pas vraiment connu. Donc, écoutez, je vous lis la 4e de couverture. Je ne sais pas si... Ouais, je vous la lis directement, ça va être moins compliqué. Jeune femme romantique et grande lectrice, Anne Spencer va passer quelques semaines dans le Surrey pour aider sa cousine Jenny, un peu débordée par ses enfants. C'est là qu'elle découvre les romans de Jane Austen qu'elle dévore avec passion. Brûlante d'enthousiasme, elle écrit une lettre d'admiration à la romancière et miracle, celle-ci lui répond. Folle de bonheur, Anne entame une savoureuse correspondance avec elle. Et quand, lors d'un bal donné par la lady du coin, Anne fait la connaissance d'un beau et taciturne jeune homme, elle est persuadée d'avoir rencontré son monsieur Darcy. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Jane Austen qui tente de modérer les ardeurs de sa jeune et ingénue correspondante. Confrontée à ses premiers émois amoureux, promesse de bien des péripéties, Anne parviendra-t-elle à faire les bons choix? Pas sûr, d'autant qu'une mort mystérieuse vient tout bouleverser. A priori, quand j'ai lu la 4e de couverture, je me disais, ça a l'air intéressant, mais si ça tourne juste autour d'une romance, ça me tentait moyen. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'après peut-être le premier tiers, on tombe vraiment dans l'ambiance d'un cozy mystery et qui va être potentiellement mené à deux têtes, donc avec Anne et en parallèle Jane Austen par le biais des correspondances. Donc, j'avais beaucoup d'essayer. C'est pas une traduction, c'est écrit en français. C'est une femme, une autrice qui écrit des romans historiques habituellement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Là, ça fait juste drôle parce que j'ai d'en lire un, mais je me suis juste dit, est-ce que je lis quand même, ça vous fait un blog thématique ou j'ai peur de gâcher mon expérience en lisant celui-là juste après. Mais je pense pas que c'est la même approche. Je pense pas qu'on va être autant dans la satire. Je pense qu'on sera vraiment plus une proposition de roman historique inspiré de l'univers de Jane Austen avec un fond de cozy mystery. Donc, je vais voir. Donc, celui-ci. Sinon, j'avais aussi une autre réservation à mon autre bibliothèque qui est arrivée et c'est le tome 2 d'une série que je pensais qu'il était un tome unique, mais qui est c'est peut-être pas si récent que ça, mais en tout cas, mais donc, pour laquelle un tome 2 est paru finalement. Donc, c'est une duologie et c'est Léonarde. C'est Léonarde d'Isabelle Bautian et Anne-Catherine Hotte. Le 2e tome s'intitule Les nains de la gorge au Léus ou au loup, je me souviens plus. Si je me souviens bien, Léonarde, c'est une jeune fille qui habite dans un royaume qui est entourée de goupils. Et les goupils, en fait, sont les ennemis les humains dans lesquels Léonarde évolue. Mais éventuellement, Léonard, par une espèce de magie quelconque, va finir par se ramasser dans une situation où elle va parler le goupil, mais elle ne parlera plus le langage des humains. Donc, elle va apprendre à les connaître un peu. Elle va apprendre à connaître, comment s'appelle l'autre? Ben, c'est ça, c'est Léus, ou Lus, qui est donc un goupil avec qui elle va pouvoir communiquer. Et en fait, ces deux émissaires-là vont un peu essayer d'éviter que leur peuple respectif se canarde. Je ne sais pas en arrière si... il y a trois... Il y a trois peuples, j'avais oublié. Donc, il y a les humains, les Léus et les goupils. Dans le fond, là, c'est que ce duo-là va se retrouver dans une deuxième aventure après avoir réussi à, en fait, potentiellement
être des intervenants positifs dans la situation du premier tome, ben finalement, on va se rendre compte que dans un royaume voisin, il y a une situation aussi qui se passe qui est un peu similaire. Donc, voilà, je vous montre quelques illustrations. Et peut-être... Voilà. Ensuite, un roman graphique que j'avais vu passer puis que je n'étais pas sûre que je trouvais que ça avait l'air sombre, mais c'est Laura Readings qui en a parlé puis qui en avait parlé vraiment en bien. Donc, c'est pas la saison, c'était plus un roman graphique que j'aurais dû lire à l'automne. Ça fait un moment qu'il est sorti quand même. Mais bon, je l'ai vu passer, je me suis dit pourquoi pas. Alors, c'est Épouvantail. Et c'est de Pélez et Sénégas. Et à l'arrière, ça dit simplement « J'ai appris à être seule et à détester tout le monde ». J'en sais pas plus. Ça me semble assez sombre. Ça doit parler d'un épouvantail, j'imagine. On est dans le monochrome au très fin. Donc, je ne sais pas si c'est du rapidographe ou... c'est intéressant. Ouh, ça n'a pas l'air très rassurant. Alors, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et enfin, ce livre-ci que j'avais vu passer, mais que je n'étais pas sûre que j'avais... J'étais dans un mode pour le lire, mais finalement, j'ai décidé de me lancer. Et c'est celui-ci. Ça s'appelle L'héritage fossile. C'est de Philippe Valette. C'est publié chez Édition Delcourt. L'épouvantail, c'est chez Dargaud. Et celui-ci, à l'arrière, tout ce qu'on a, c'est un extrait de journal de l'époque qui dit « Premier pas vers l'infini, l'héritage One inaugure la route des étoiles. » Depuis des années, le milliardaire philanthrope Reise Eiger captive l'imagination collective en poursuivant sa quête audacieuse, offrir un deuxième foyer à l'humanité. Le monde entier retient son souffle alors que l'équipage s'apprête à quitter la Terre pour toujours. Puis bon, dans le fond, on a ici les personnages de gauche à droite. Onye Niem, Ryoko Sha, Shana Paror et Reise Eiger. Et ça se passe en 2087, donc voilà, science-fiction, voyage dans l'espace. J'aime toujours... Ah, c'est le fun, en plus, il y a plein de double pages. J'aime ça quand ils osent travailler sur des double pages comme ça. Mais bon, ça, c'est une double page qui était vide quand ça se passe dans l'espace, mais sinon, disons, si on regarde là où il y a des personnages, ils jouent pas mal sur la colorimétrie. C'est pas tout dans ce... Il y a des pages avec fond blanc, d'autres avec fond noir. J'imagine que la temporalité n'est peut-être pas la même. Alors voilà, donc, pour le book haul de bibliothèque de la journée. On va se faire une vraie prise, là. On va y aller comme faux Marie-Soleil. Bon, je suis un peu pris. Bon, n'est-ce pas? Et voilà. Et pour le petit topo sur ma lecture terminée, j'ai pas entamé autre chose parce que je me disais, est-ce que je commence à charger Jane Austen? La seule chose qui est un défi, encore une fois pour moi, c'est que c'est un livre papier, j'ai pas accès au livre numérique et il n'y a pas de version audio. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Oui, je vais vous en reparler de toute façon. Alors, ben, à tout de suite. Autrice de Cucu. Et dans l'Horace, on retrouve Marie, qui a 38 ans, et qui a une belle vie, qui a un mari qui l'aime, qui a deux petites jumelles de 5 ans qui sont très mignonnes, et qui a écrit un roman qui voudrait, enfin, qui est appelé à être adapté en série. Hey, coucou! Alors, on est le lundi 16 février. Congé, repos. Clairement, je suis en train de tester mes soldats magiciens pour combattre les microbes de mon copain qui est encore très malade. Mais aujourd'hui, je sens que je suis vraiment under. Donc, j'avais l'intention de faire plein de choses. Ça fait un petit bout de temps que je me dis que les lundis, je devrais me lancer dans
essayer de commencer le carnet de lecture de Margot Liseuse, que non, j'ai pas encore commencé, ou commencer le fameux Junk Journal que j'avais intention de commencer en 2026. J'aimerais ça trouver une façon de me remettre à écrire à la main des choses, même si c'est pas parce que je veux écrire, mais juste écrire physiquement quelque chose, peut-être pas tous les jours, mais plus souvent, donc avec des collages et tout. Puis à chaque fois, on dirait qu'il faut juste que je le commence. Puis à chaque fois, je me dis, je vais faire ça un lundi, parce que je suis en congé. Puis souvent, les lundis, je suis juste KO. Donc, c'était encore une journée comme ça. C'est pas grave, je me suis écoutée, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. J'ai rattrapé du booktube sans surprise, mais même ça, je suis un peu moins, c'est parce que je suis fatiguée, je suis un peu moins motivée. Par contre, j'ai vraiment tergiversé pour mes prochaines lectures. C'est ce qui arrive quand je me dis que je vais faire une thématique dans un vlog. Je vous ai dit, je vais faire un vlog style, peut-être pas Jane Austen, mais potentiellement, je suis allée chercher le fameux Cher Jane Austen hier à la Bibli. Donc, je me disais, ça pourrait être intéressant, ça se passe au temps de la Régence, l'ère de la Régence, disons. Et c'est inspiré par Jane Austen. L'autre livre que j'avais avant, c'était quand même un livre qui se passait aussi à l'époque, potentiellement, même si c'est pas nommé de la Régence, ou en tout cas peut-être l'époque victorienne. Mais bref, c'était un peu dans le même genre. Puis je me disais, je vais faire un vlog là-dessus. Puis là, j'ai bloqué complètement. Je me disais, j'ai tellement peur de pas aimer ce livre-là, juste parce que je vais l'enchaîner avec un autre qui potentiellement est un peu similaire, même si c'est pas une, il y en a une que c'est une plume britannique, puis l'autre c'est une plume française. Que là, je me suis dit, j'ai fait des recherches, je me suis dit, je vais me trouver plus comme une thématique, genre je vais lire un mini-essai, un album, un graphique, pour essayer de varier un peu les genres. Puis là, j'étais en train de fouiller dans ce que j'avais. Puis là, je me disais, je pourrais lire même un des Jane Austen que j'ai jamais lu, parce que je les ai pas tous lus encore. Mais j'étais comme, non, j'ai pas envie de faire ça quand même. Puis là, tout ça avec, je m'étais dit, j'avais déjà mon marque-page. J'étais comme, je vais utiliser ce super marque-page-là, qui est mon préféré en ce moment, qui clairement évoque qu'est-ce qui est dit dans les adaptations de Pride and Prejudice, adaptation de la BBC. Par contre, c'est les années 90, je crois. Dans le fond, qui dit que, dans le fond, Elizabeth Bennet est une insufferable, headstrong girl. À chaque fois, je me souviens plus de la citation, mais bref, tout ça pour dire que ce signal-là me fait penser à ça. Et j'essaie de m'accrocher à cette idée-là un peu. Puis là, j'ai regardé qu'est-ce que j'ai ici, dans mes livres de bibliothèque, à part chez Charles Jane Austen. Je m'étais dit que j'aurais pu quand même lire celui-là que j'ai emprunté aussi à la bibliothèque, qui n'est pas exactement dans la bonne époque. C'est-à-dire que oui, ça croise un peu, ça se passe en France par contre, ça se passe plus à l'ère victorienne qu'à l'ère la Régence, mais en fait, ça se passe, c'est une fiction un petit peu, ça se passe maintenant, mais ça fait référence à cette période-là. Donc, c'est celui-ci, c'est Les Effacés de Marie Carteron, publié chez Le Rouergue dans la collection Dos à dos. Puis c'est une histoire qui met en scène Nalo de nos jours, qui s'en va faire une visite au musée d'Orsay, qui voit une toile de Gustave Courbet. Et soudainement, il y a une certaine Virginie qui va commencer à lui parler. Et cette femme-là va lui parler de toutes les femmes qui ont été peintes par Gustave Courbet, qui est un peintre qui était, si je me souviens bien de ce que j'ai lu ce matin ou hier soir ou dans la nuit, oui, j'étais à ce niveau-là d'obsession. Il me semble que c'est 1850. C'est ça? 1850? Je me souviens plus. Peut-être que c'est mentionné à la fin. 1800, ouais, j'arrête l'allure. Calilla, non, Normandie, Gustave Courbet. Non, il est né en 1819, puis il est mort en 1877. Donc, vraiment après, dans le fond, pendant la période qui est arrivée, ça a été à cheval entre la Régence et l'époque victorienne. Bref, elle va nous parler, dans le fond, de ces femmes-là. Donc, c'est une porte d'entrée pour justement voir un peu l'histoire de l'art, l'envers d'un peintre populaire et le fait que les femmes sont invisibilisées. Donc ça, je trouve ça quand même intéressant, même si c'était un petit peu éloigné. Là, je me disais, ah non, mais je vais prendre juste, finalement, je ne suis pas obligée d'aller nécessairement dans cette époque-là. Je peux aller juste avec des romans dont l'héroïne est une héroïne forte ou quelqu'un qui bouscule un peu les certitudes de la société, peu importe l'époque. Bref.
Puis là, en fouillant, je me suis dit, qu'est-ce que Jane Austen avait aimé comme autrice ou auteur? Elle en lisait quand même beaucoup. Mais j'ai vu qu'elle lisait, entre autres choses, Maria Edgeworth, qui est une autrice britanno-irlandaise, avant que l'Irlande du Sud, ben, en tout cas pas l'Irlande du Nord, mais en tout cas avant que l'Irlande soit récupérée par le Royaume-Uni. Et c'est une femme qui a écrit plusieurs romans, qui était une femme de gentilhomme, il me semble. Et qui a écrit des romans, entre autres, sur l'éducation, mais aussi des, des romans qui mettaient en scène un peu comme, pas l'autodérision, mais un petit peu satirique, dans le fond, de la société de l'époque. Et là, ben, dans le fond, j'ai vu qu'un des romans qui était moins connu pour elle, qui était une espèce de biographie fictionnelle un peu, c'était Castle Rackham. Non, Castle Rackrent. Je vais l'avoir. Castle Rackrent de Maria Edgeworth, qui est un tout petit opuscule, qui est un roman qui, d'après ce que j'ai pu lire aussi, est un roman qui a été moins édité par son père. Parce que son père, qui était un lord, quand ces romans ont commencé à sortir, c'était au moment où il y avait l'acte d'union du Royaume-Uni et tout ça. Puis comme Maria Edgeworth critiquait quand même, c'est quand même un roman qui est considéré comme irlandais, puis critiquait un peu cette espèce de société britannique-là qui était en train de vouloir prendre la place puis s'étaler jusqu'en Irlande, ben son père qui était un lord avait comme peur que ça soit mal perçu, donc il a comme édité beaucoup de romans en fait de Maria Edgeworth. Elle a fait, entre autres, je pense qu'elle était connue pour Belinda, entre autres. Je me souviens plus trop, je n'ai pas vu d'autres, en tout cas. Bref, celui-là, c'était un peu comme un non censuré. Et ce que c'est intéressant comme forme aussi. C'est un roman un opuscule, en fait, qui propose l'histoire d'une famille sur 3 générations, une famille irlandaise, donc il y a comme un domaine et tout, et qui est raconté par le, le témoignage un serviteur qui travaille pour eux autres. Il me semble que c'est un majordome. Et qui, comme le raconte un peu dans sa langue vernaculaire, comment lui était là, puis comment la famille fonctionnait et tout. Puis ça va témoigner, entre autres, de comment les hautes familles de l'époque, hautes familles, les familles de la haute société, donc on est vraiment dans le classisme, là, la haute société traitait en fait leurs employés de maison. Donc c'est intéressant parce que c'est proposé comme étant une biographie, mais que dans le fond, le majordome a fait un petit peu pas contre lui, pas contre ses principes, mais bon, on l'a un peu incité. Il serait allé raconter l'histoire de cette famille-là à un éditeur qui a comme rendu compte de tout ça. Donc, il y a vraiment, on garde le parler un peu vernaculaire puis lié à la classe, en fait, du majordome, tout en ayant des espèces d'apartés de l'autrice. Il y a même une introduction qui donne des bases comment je me souviens plus, c'est écrit en anglais, aux ignorants anglais, en fait, là, qui ne sauraient pas c'est quoi les histoires de l'Irlande. Donc, ça m'a quand même vraiment intriguée. Puis, c'est que dans le fond, c'est vraiment une des autrices que Jane Austen, qui a marqué Jane Austen. Donc, ça me tentait beaucoup de l'essayer. Écoutez, c'est super, c'est vraiment pas long. Ça dure 3h10, je pense, comme livre audio. Puis, 87 pages, je pense, en roman papier. Mais je voulais vraiment me lancer dans le livre audio parce que je me suis doutée que, comme c'est avec les langages vernaculaires, je ne savais pas si j'allais vraiment tout comprendre. Puis l'autrice, c'est une autrice qui. J'ai aucune. Non, une autrice. Une narratrice qui propose un accent que j'avais l'impression que c'était un peu plus écossais qu'irlandais, mais en tout cas, propose un accent quand même pour qu'il y ait une bonne distinction entre le parler ce qui est proposé en fait par le majordome versus l'espèce de narration qui va lier tout ça. Donc, j'ai assez eu la curiosité piquée pour me lancer là-dedans. Je pense que je pourrais écouter ça tout en commençant un de ces 2 romans-là. J'ai aucune idée si je vais faire ce concept-là, mais c'est pas grave. Là, à un moment donné, il faut juste que j'avance. Donc, voilà. Ça, c'est ma lecture en cours. Donc, Castle Rackrent de Maria Edgeworth, lecture audio. Et, ben, écoutez, en vous parlant de les effacer, ça m'a quand même donné beaucoup envie de le lire. 132 pages. Ça a l'air vraiment intéressant. Puis sinon, ben c'est sûr que là, je suis en train d'écouter le vlog de petite lectrice qui fait partie de une des 2, donc elle puis Fluid Books qui ont en gros recommandé le fameux Cher Jane Austen.
Donc là, je me dis, mais est-ce que je le lis? C'est juste que celui-là, comme je vous disais, j'ai pas accès du tout en livre numérique. C'est pour ça que j'hésitais parce que je sais que les bibliothèques l'ont pas acheté ici au Québec. En même temps, j'entends parler vraiment bien en France. Puis je me suis dit, est-ce que c'est si excellent? J'ai même failli me l'acheter parce que j'arrivais pas à le trouver. Puis je me disais, non, Marie Soleil, on avait dit que tu allais aller en bibliothèque. Puis je me suis dit, c'est beau, je vais attendre que tu sois acheté. Fait que là, j'ai attendu, j'ai acheté, j'ai réussi à avoir accès à ce livre-là, mais j'ai pas accès au livre numérique. Puis ben, je l'achèterai pas parce qu'il est vraiment quand même assez dispendieux. En fait, il est presque le même prix que le livre papier ici au Québec. Donc, je vais pas nécessairement l'acheter juste pour avoir l'opportunité d'écouter mon livre quand je suis pas capable de lire en papier, de l'écouter en voie d'accompagnement. Donc, ça n'a comme pas de sens. Alors, tout ça pour dire que celui-là, j'ai envie de le lire, mais en même temps, c'est comme un livre qui s'apprête un peu moins bien, qui se prête, pas qui s'apprête, un livre qui s'apprête, un livre qui se prête un peu moins bien à mon contexte actuel avec mon travail et tout, puis les déplacements, j'ai beaucoup de déplacements à faire. Donc, je sais pas trop. Bref, fait que celui-là ou les effacer, mais en ce moment, je suis dans Castle Rock Rent. Ça a l'air assez, ça demande beaucoup de concentration. Une chance qu'il y ait seulement pendant 3 heures, puis que la narratrice a l'air assez dynamique, parce que je pense vraiment que c'est assez pittoresque. Et ce que j'aime, c'est que c'est vraiment quelque chose qui supposément est quand même considéré comme un des premiers romans irlandais, première saga un peu familiale et tout ça. Puis ce roman-là a été aussi basé légèrement sur l'histoire de la propre famille, en fait, de Maria Edgeworth. Donc voilà, lecture en cours, lecture potentielle. Je vous reviens quand je peux, mais pour le moment, c'est le mieux que je peux faire avec l'état de mon cerveau. À tantôt! Très aimé. Sauf que bien sûr, la sentence est qu'elle va s'en rendre rapidement, compte rapidement, donc un mot dans ma phrase, elle va s'en rendre compte rapidement, mais en contrepartie, eh bien, les gens vont totalement l'oublier. Et bonjour vous autres. Alors, je m'essaye une petite chronique marché parce que on est le mercredi 18 février et ben c'est ça. Je suis en librairie pour le boulot aujourd'hui et ben je sais pas, il faisait beau, puis je me suis dit je vais pas m'enfermer dans la studio mobile quand même. Parce que je voulais vous parler de ma lecture de Castle Rock Rent. Mon écoute plutôt. C'est très intéressant. Je ne vais pas dire que j'ai eu un coup de cœur en levant, parce que c'est pas vraiment ça le but. C'est considéré comme un récit, je pense. C'est considéré comme de la fiction, parce qu'on dirait que c'est comme l'autrice Maria Edgeworth présente ça au lecteur comme étant le récit, comme je vous disais, d'un employé de maison, donc un majordome, qui a servi dans une même maison, donc le Castle Rock Rent, pendant plusieurs décennies, sous différents propriétaires. Donc, c'est en même temps l'histoire d'une lignée, donc pas nécessairement lignée directe, parce que, bon, ces grandes maisons-là, ça se passait souvent, s'il n'y avait pas de descendance, mais ça allait à un cousin ou à un frère ou des choses comme ça. Et donc, c'est ça, c'est ce qui est proposé, mais en même temps, ça fait partie d'une espèce de portrait sans phare, en toute simplicité, avec tout ce que ça comporte de bons coups et de failles de l'Irlande de cette époque-là, avant que ce soit annexé à l'Angleterre. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant, cette partie-là, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé que le parti qui est pris par Maria Edgeworth de donner la parole à cet employé de maison-là et de garder aussi son parler en tant que tel, qui est très typique. Puis, ben c'est ça. Comme je vous disais, ils mettent des notes explicatives pour les lecteurs. Les autres, ils disent les Anglais ignorants, mais disons, moi, qui est ignorante aussi, ça nous aide un peu. Puis, avec la version audio, c'est sûr que ça dynamise un peu le tout. Ça nous donne vraiment l'impression qu'on se fait raconter un témoignage par ce majordome-là. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un roman quand même qui a été écrit, comme je vous avais dit,
a été aussi inspiré de certains passages de la lignée des Edgeworth. Donc elle s'est un peu inspirée de ça pour créer ce roman-là. Et que si c'était un roman qui était celui qu'on indiquait comme le moins modifié par son père pour des raisons de bien-pensance, ça demeure que c'est un roman auquel on a ajouté une introduction puis des notes de bas de page quand même, qui étaient là pour, disons, mettre en contexte intensément ce que proposait Maria Edgeworth pour faire en sorte que ça froisse peut-être pas trop les Anglais qui allaient le lire, parce qu'on était, comme je vous disais, dans un contexte historique particulier. Et Edgeworth, le père, était quand même quelqu'un de très important donc dans la société. Donc j'imagine qu'il ne voulait juste pas que ça crée des problématiques. Donc voilà. Alors, lecture intéressante. Ça m'intéresse de lire la fiction de Maria Edgeworth, même si ça a été un petit peu plus édulcoré par son père, parce que semblerait-il que ça faisait partie vraiment des plumes qui ont inspiré Jane Austen pour ses romans de... pas de convenance, mais ses romans sociaux un peu, romans sociales et ses luttes de classe et tout. Donc ça m'intéresse. Donc contente d'avoir quand même découvert la plume de l'autrice. Puis là, bien évidemment que j'ai pas apporté avec moi le fameux Béatrice Gémard, donc chère Jane Austen. Puis je tergiverse encore à savoir qu'est-ce que je fais. Puis là, ben comme je suis loin de chez moi puis que j'ai quand même du temps un peu sur ma pause midi, j'ai décidé de commencer. Je ne sais pas si je vais les poursuivre, mais pour le moment, je le lis. Est-ce que je vais les terminer toutes d'une traite en ce moment dans ce vlog-ci? Je ne sais pas, parce que c'est de la non-fiction, mais je recommence. Je vais écouter. Je vais aussi essayer de ne pas me casser la fiole, parce qu'en ce moment, je marche sur des trottoirs qui ne sont pas très bien nettoyés. Donc, je suis en train d'écouter Letters to Jane Austen, ou Jane Austen Letters of Jane Austen, je pense. Bref, c'est un colligé d'une partie des lettres que Jane Austen a envoyées, principalement à sa sœur Cassandra dans sa vie, tel que colligé par son frère Edward, par sa nièce, je pense, et avec une préface d'Edward, un des frères de Jane Austen. Donc, je me suis dit, je me replonge encore une fois dans cette époque, sous la plume de Jane Austen directement cette fois-ci. Bien entendu qu'on parle de sa vie à elle, par le biais de ses lettres. Ça fait référence à des éléments biographiques que je connais quand même bien, mais ça permet aussi de percevoir un certain portrait de la société à cette époque-là. Donc, je trouve ça intéressant. C'est pas toutes les lettres. J'ai dit à la maison, je pense que j'ai un livre, je pense que j'ai le livre de qui correspond à ce colligé-là, qui est paru, je pense, en 1892. Ou peut-être que je suis trop loin. C'est peut-être plus court que ça. Mais bref, c'est quelque chose qui est paru quand même il y a un bon moment. Mais je me suis dit pourquoi pas. Donc, voilà pour ma lecture en cours. Et bien, je vous reviens quand j'ai d'autres lectures en cours. Je ne sais pas si je vais en lire beaucoup dans ce vlog-ci, parce que le vlog est quand même déjà d'une bonne durée. Mais cette semaine, je suis vraiment bloquée parce que je veux comme trop faire un concept. Donc, c'est pas la meilleure solution. De toute façon, il y a une prochaine lecture qu'il faut que je lise absolument, que ce soit à la fin de cette semaine ou au maximum en fin de semaine, parce que j'anime encore une fois une autre occurrence du club de lecture pour mon boulot, et on est dans un roman policier québécois cette fois-ci. Donc, on est loin du contexte qui est celui dans lequel je suis plongée. Donc, est-ce que je vais continuer les lettres de Jane Austen en livre audio, puis vous faire un petit retour là-dessus, parce que, à mon avis, je vais être capable de potentiellement de terminer d'ici la fin de la semaine, tout en lisant le livre que je dois lire pour le boulot. Aucune idée, mais bon, je vais vous tenir au courant. Alors voilà, c'était ma chronique marché. Désolée pour l'essoufflement. Puis on se revoit bientôt.
vous autres. Alors, nous sommes le jeudi 19 février et je suis aujourd'hui en télétravail, donc pause repas. Et je voulais juste faire un petit topo parce que finalement, j'ai pas poursuivi les lettres de Jane Austen, tout simplement parce que j'ai comme réalisé que je pourrais aussi explorer une autre avenue qui fait partie aussi de l'ère de la Régence, même si c'est limite à l'ère victorienne, et qui est en fait l'avenue de Mary Shelley, que j'ai juste jamais lue. Et en fait, je suis tombée là-dessus parce que j'étais tombée sur sa mère quand j'avais regardé les écrits marquants de cette époque-là. J'étais tombée sur Mary Wollstonecraft, qui était la mère de Mary Wollstonecraft Shelley, qui était une philosophe et défendresse des droits des femmes. Entre autres, elle a fait un gros essai pour les revendications pour les droits des femmes qui est paru au début de 1800, je pense quand même. Alors, il faut quand même le mentionner, ça vaut la peine. Et dans le fond, mon mari, Mary Wollstonecraft, était aussi mariée à un philosophe et politicien, donc Godwin, je pense, qui était le père de donc Mary Shelley, qui a écrit finalement Frankenstein ou le mythe ou de Prométhée moderne, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ben voilà, je vais écouter Frankenstein. Donc, me voici donc plongée dans l'écoute de ce classique. En livre audio cette fois-ci parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre comme écriture. Puis, de toute façon, j'avais beaucoup de transport à faire dans les jours à venir. Donc, me voici donc cette époque qui va comme un peu habiter le vlog de cette semaine finalement sous différentes formes, que ce soit avec des auteurs ou autrices en fait, qui ont évolué dans cette époque-là ou des livres qui se déroulent à cette époque-là. Donc voilà, c'est très différent de ce à quoi je suis habituée. Jusqu'à maintenant, on est vraiment dans une structure qui est quand même intéressante dans le sens où on a une histoire dans une histoire dans une histoire, sans doute. On va rencontrer un explorateur qui s'appelle Robert, je me souviens plus c'est quoi son nom de famille, qui part justement en exploration et qui crie à sa sœur pour dire « Je pars, je m'en vais je pense que c'est vers le pôle et tout ça, pour faire les explorations et tout ça scientifique, puis il est vraiment déterminé à ce que ça se passe, puis tout ça. Puis il va, dans le cadre de ses voyages, va récupérer, va sauver un homme qui se promenait justement sur les glaces en traîneau à chien et qu'ils avaient vu évoluer sur les glaces, mais qui finalement, le lendemain matin, les glaces sont comme brisées, puis cet homme-là était comme en hypothermie, puis ils l'ont ramené à bord. Et cet homme-là était un scientifique qui, éventuellement, une fois qu'il a commencé à guérir, a commencé à s'intéresser à une autre forme que l'équipage de Robert avait vu passer aussi sur les glaces à bord d'un traîneau à chien, juste un petit peu avant qu'il voit le fameux scientifique en détresse. Et dans le fond, a décidé, quand il a vu que Robert était un scientifique passionné, de lui confier son histoire, qui est une histoire qui met de l'avant une passion pour la science qui dérive de ce qu'on comprend. Donc, une fois que le récit est commencé, on est en récit épistolaire, parce que dans le fond, c'est comme ce que Robert écrit à sa sœur. Puis après ça, on tombe dans le récit dans un récit, donc du fameux scientifique qu'on rencontre, qui nous raconte sa vie à partir de son enfance, comment il est arrivé à la science et tout ça. Puis éventuellement, j'imagine qu'on va arriver à la création de Frankenstein, parce que là, on est rendu au moment où il est rendu à l'université. Il me semble qu'il s'appelle Victor. Puis on n'a pas son nom jusqu'à maintenant, mais j'imagine son nom de famille, mais j'imagine que ça va ressembler à ça. Parce que vous savez que Frankenstein, c'est le nom du scientifique et non de la créature qui a été créée, finalement. On a tendance à faire une confusion entre les deux. Alors voilà, je suis là-dedans. C'est vraiment particulier, mais c'est intéressant. A priori, quand ça s'est lancé, ça ressemble vraiment, évidemment, c'est paru en 1818, donc vraiment dans la période de la Régence. Et c'est très typique de l'écriture de l'époque. J'avais l'impression d'être dans un Jules Verne un peu sombre, disons. Donc voilà, ça m'intéresse et je vais vous en parler quand je vais l'avoir terminé. J'ai quelques livres à aller chercher en bibliothèque. J'ai fait un petit book haul. Pas un petit book haul, mais j'ai récupéré quelques livres hier quand je suis en librairie. Mais je pense que ça ne sera pas dans ce vlog-ci que vous le verrez parce qu'il est déjà assez long. Donc voilà, je vous fais une petite invitation à regarder le prochain vlog pour vous montrer ça parce que je pense que je vais me concentrer sur les lectures pour celui-ci. Alors, sans plus tarder, je poursuis le tout, ma pause repas et tout, puis on se revoit dès que j'ai avancé un peu plus dans ce fameux Frankenstein. Bonjour aux autres. Alors, on est le dimanche
22 février, je crois. Oui, 22 février, fin d'avant-midi. Et ben, je vous prends évidemment pour clore le vlog que j'ai pas encore monté et que j'ai pas encore mis en ligne. Donc, semaine comme ça, je vous avais dit ça se pouvait que ça arrive. Et c'est arrivé. Il y a eu beaucoup de choses hier qui se sont passées au niveau familial. On a eu beaucoup de déplacements, donc j'ai juste pas eu le temps de le faire. J'ai pas eu le temps de vous reprendre non plus. Mais j'ai terminé la fameuse lecture, en fait, la fameuse écoute de Frankenstein de Mary Shelley. C'était très marquant. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais, je pense, aux clichés qu'on peut avoir des adaptations télévisuelles ou cinématographiques de Frankenstein qu'on a eues. Je ne m'attendais pas nécessairement à autant l'apprécier au niveau littéraire. Donc, j'ai lu un peu quand même sur le sujet pour être sûre que je comprenais bien. Mais bon, Mary Shelley, comme vous savez, c'est paru de façon anonyme en 1818, ce roman-là. Puis si j'ai bien compris, à moins que j'ai mal réalisé ça, mais elle l'a écrit alors qu'elle avait 19 ans. Puis c'était suivant un pari qu'elle avait fait avec des amis. Ils étaient comme ensemble, puis ils avaient dit on va faire on va écrire chacun une histoire d'horreur. Puis ben dans le fond, elle a fait ça, mais en fait, ça a tourné un petit peu autrement que vers une histoire d'horreur. Et ça s'est avéré être, par après, a posteriori, un des romans qui marquait un peu le début du roman gothique qui a été vraiment super présent dans le 19e siècle. Puis ça a vraiment beaucoup de codes du roman gothique, donc un roman d'ambiance, un roman d'atmosphère sombre, de l'inexplicable ou du surnaturel. Dans ce cas-ci, c'est plus comme de l'inexplicable quand même. Puis j'ai quand même, j'ai lu ça quelque part, puis je pense que je trouve que c'est une bonne caractéristique aussi. Les romans gothiques en général, en tout cas ceux que j'ai lus là, puis celui-ci particulièrement, c'est un roman qui a une narration qui est très lente, qui permet d'imprégner le lecteur de l'ambiance, mais aussi qui met de l'avant énormément d'intensité émotionnelle. Donc, les personnages, tout ce qu'ils vivent, c'est super intense. Donc, il n'y a pas de moment tranquille, c'est toujours hyper intense. Puis, c'est peut-être une des choses qui peut faire en sorte que, des fois, moi, je m'étais sentie un petit peu comme, je sais pas dépassée, mais c'était comme juste trop pour moi, absolument, cette intensité émotionnelle-là. J'aime l'émotion, mais là, c'est vraiment comme, on a l'impression que on pourrait les représenter comme étant comme ça à chaque fois. Donc, c'est presque à la limite de la caricature, mais c'est ça, en fait, un des codes qui est là. C'est super bien fait, puis ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis c'est ça qui m'a séduite, en fait, c'est euh, au-delà de la prémisse, qui est vraiment, finalement, comme en effet, le fait que on va finir par apprendre par récit interposé. Comme je vous disais, c'est un récit dans un récit dans un récit. L'histoire de la créature que Victor Frankenstein, qui était un scientifique, a fini par créer par défi un peu scientifique qui se disait qu'elle allait pouvoir s'approcher un peu peut-être des anciennes sciences qui étaient comme les plus alchimie, élixir de vie et tout ça, et qui a, on ne saura jamais comment, réussi à assembler, donc créer une créature à partir de morceaux de personnes mortes et de la faire venir à la vie. Mais que devant cette situation-là, Frankenstein a comme un peu pris peur de qu'est-ce que finalement il avait créé. Puis c'était tellement une créature qui était horrible visuellement, parce que ça reste que c'était fait avec des parties de personnes mortes et c'était pas proportionné, c'est particulier, qu'il a comme rejeté la créature. Puis cette créature-là a d'abord réagi d'une façon et éventuellement a fini par en prenant conscience du fait que c'était une créature qui avait été créée, à qui on avait donné la vie, mais qui avait aucune chance de vivre en société. Parce que les gens allaient toujours la terroriser de son apparence, allaient toujours présupposer que c'était une mauvaise personne, un mauvais être, une mauvaise créature, a fini par complètement changer son état d'âme et en venir à passer en mode revanche et à poursuivre en fait le docteur Frankenstein pour le faire comme expier le fait de l'avoir créé. Donc c'est un peu ça qu'on va suivre tout au long du roman. Mais comme je vous disais, ça part vraiment par le récit de Robert Watson, qui est un scientifique qui s'en fait en exploration dans les eaux polaires et qui va récupérer, qui va sauver en fait Victor Frankenstein, qui, on va le comprendre au fur et à mesure, était à ce moment-là à la poursuite de la créature parce qu'il voulait mettre fin à tout ça. Et qui est justement dans les eaux gelées, qui était en mode presque mort. Il va le sauver, le faire monter à bord. Et une fois que Frankenstein est un peu remis, il va partager donc un deuxième récit dans un récit, toujours en confidence, toujours en mode
est-ce que c'est épistolaire par moment, là, quand même? Il y a beaucoup d'épistolaires, mais il y a aussi des moments où c'est un enchaînement de monologues. Dans le fond, il y a quelques petits dialogues, mais c'est un enchaînement de monologues parce qu'on va avoir premier point de vue Robert Watson. Dans ce point de vue-là, on va avoir le point de vue de Victor Frankenstein qui va arriver, qui va raconter à Robert Watson qu'est-ce qui a été sa vie, parce qu'il veut le prévenir qu'une ambition scientifique, c'est beau, mais que des fois, ça peut se retourner contre nous autres si on veut aller trop loin. Et à l'intérieur du récit de Victor Frankenstein, on va éventuellement retrouver aussi le récit de sa créature et comment comment la créature a vécu son arrivée à la vie, comment sa perception justement de tout est nouveau, il fallait qu'elle réapprenne tout à partir de zéro avec aucun guide, donc elle ne savait pas nécessairement comment se nourrir, elle connaissait pas le feu, elle connaissait pas les langages. Donc, on va suivre ça. Puis, éventuellement, quand la confidence de la créature va être relativement terminée, on revient à Frankenstein et on revient à Watson pour éventuellement revenir à l'intérieur de Watson à une certaine partie d'une confidence à la créature. Donc, c'est juste cette structure narrative-là, c'est juste excellent. Puis, je veux dire, une autrice de 19 ans qui propose ça, c'est pas juste l'histoire d'horreur de feu de camp, là. Tu sais, c'est comme... Puis, quand on dit horreur, c'est plus... Tu sais, c'est un peu une fable philosophique sombre qui joue dans nos repères, qui nous questionne, qui nous bouscule. C'était quand même super dur par moments. Ce que j'ai aimé, c'est que pendant tout le long, le seul peut-être personnage, mais même Robert Watson, pendant tout le long, on va, au fur et à mesure des récits, en arriver à avoir d'abord de l'empathie pour les personnages qu'on écoute. Et ensuite, éventuellement, on va se mettre à douter un peu de du côté un peu plus peut-être moral ou justifié de leurs actions, pour en revenir peut-être des fois à, dans certains cas, pas les détester, mais ils vont avoir une place un peu moins intéressante dans notre réserve d'empathie. Donc, tout ça se fait. C'est très lent, par contre, évidemment, c'est un enchaînement de monologue. On installe tout, les atmosphères, on décrit tout. On décrit à la fois l'extérieur et le contexte et l'intériorité des personnages. J'ai vraiment été soufflée par la plume. Est-ce que c'est un coup de cœur? C'est pas mon genre de roman, donc pas particulièrement, mais c'est excellent. Je pense que c'est un roman qu'il faut avoir lu, même si c'est pas votre genre. Donc, si jamais vous n'avez pas lu ça encore, puis que vous voulez le tenter, le coup, il y a vraiment une qualité littéraire qui est là, qui est impressionnante, d'une autrice qui vient de la Régence, puis qui a décidé de prendre un tournant absolument contraire à ce qu'était un peu l'époque, l'espèce de roman de convenance, et qui a ouvert la porte par la suite à une bonne grande partie des romans gothiques qui sont arrivés plus tard dans le 19e siècle, donc qui se passaient pendant l'époque victorienne, donc les romans gothiques victoriens qu'on connaît un peu plus quand même. Donc, j'ai super bon choix, Marie-Soleil, bravo. Donc, je suis contente de l'avoir lu. Est-ce que je me l'achèterais pour le garder chez moi? Je pense pas, mais ça va toujours rester une espèce de pierre angulaire de ma compréhension de qu'est-ce qui a été le switch au niveau littéraire par rapport à qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans les années 1800, en fait au 18e siècle, puis après ça, au début du 19e, puis l'époque victorienne. Je trouve qu'on comprend vraiment bien, super bien écrit, je vous le recommande absolument. Je pense pas que la traduction française pourrait être problématique, là. Moi je l'ai écouté en anglais. Ah, d'ailleurs, juste avant que je termine, je lève mon chapeau aux 3 narrateurs qui ont fait cette version audio-là. Je vais vous la mettre, c'est chez Naxos Audio. Ils sont excellents. C'était évidemment que c'était pas une lecture neutre du tout, c'était une lecture jouée. C'était une lecture absolument typique du gothique, donc tout ce qui était envolé émotionnel était très, très intense, mais on y croyait. Si jamais vous avez le niveau en anglais, cette version-là, je vous la recommande vraiment, vraiment. Voilà, donc je vais dire un petit chapeau, lever mon chapeau à ces créateurs-là qui sont super importants, puis qui ont fait de mon expérience une expérience à la fois terrifiante et mémorable. Donc, sur ce, ben voilà, je vais clore ici le vlog. J'espère que ça vous a plu, ce moment au cœur de la Régence avec différents genres littéraires finalement qui étaient présents. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. J'espère que vous avez pour le moment en cours ou à venir des superbes lectures. Puis, bien, nous autres, on se dit à la prochaine!